Donc on est toujours dans notre thématique sur le devenir machinique dont on vient de parler pendant 1 heure et demie avec des scientifiques, j'allais dire un peu purs et durs, je le dis gentiment, c'est-à-dire avec des physiciens et des auteurs de science-fiction. Là on a un temps un peu décalé, mais l'idée c'est peut-être d'apporter un peu plus de, je ne sais pas si le mot est pas un peu exagéré, mais de sensibilité ou de peut-être de sensualité éventuellement à la question du devenir machinique, évidemment, comme Robocop nous inquiète un peu par son côté métallique et un peu froid, avec deux invités très différents l'un de l'autre, mais qui, donc, je pense, vont pouvoir en tout cas croiser des points de vue complémentaires. Elena Tosi Brandi. Alors vous êtes compliqué à définir dans un profil type, hein. Vous travaillez sur la question du design et la question est plutôt des approches sensorielles du design. Vous allez nous expliquer un peu ce que vous entendez par là. Vous travaillez un peu entre le champ, disons, de design, de la psychologie expérimentale, de la philosophie. Ouais. On sent que vous êtes dans l'interdisciplinarité, et ça, je trouve que c'est une très grande qualité, donc bravo. Sur la question, justement, de la relation visuelle à la machine et à ses usages. On va revenir avec vous tout de suite. Et Marc Bayard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plutôt historien de l'art, plus que de la technologie en tant que telle. Vous avez beaucoup... traverser le champ de l'art dans diverses institutions, de la Villa Médicis au Mobilier National. Vous êtes aujourd'hui encore conseiller au développement culturel et scientifique. Donc vous avez plutôt un regard sur le monde de l'art, mais vous êtes aussi intéressant pour nous ce soir peut-être, notamment à travers un mouvement que vous avez créé, enfin un mouvement, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas vous pouvez me dire, qui s'appelle Slow Made, que vous avez créé il y a quelques années, qui essaie de développer un peu l'idée, non pas du ralentissement, de l'âge de la lenteur, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais plutôt l'idée d'une sorte de réappropriation du temps dans la création, dans le savoir. Un peu, vous allez nous éclairer tout de suite ou... Voilà, juste après. Je vais donner la parole d'abord à Elena pour un peu peut-être nous expliquer perception des machines, justement, qu'est-ce que ça veut dire et comment vous les abordez dans votre propre travail. Donc effectivement, moi j'ai un profil assez atypique, on va dire, parce que je suis à la fois designer. Donc j'ai une pratique des designers dans une grande entreprise qui s'appelle Orange, côté innovation. Et je suis aussi enseignante dans une école de design. Le NC, l'École nationale supérieure des créations industrielles, ainsi les ateliers. Je suis en atelier avec des élèves. Et puis je suis aussi docteur en philosophie. C'est-à-dire que je menais une thèse entre l'ENSI et l'Institut Jean Nicot, qui est l'Institut de la philosophie de la cognition et de la perception, autour des questions en fait, de la perception sensorielle, au sens large, et en rapport au design, voilà, en particulier. Voilà. Et donc je me suis intéressée en fait, à la question de la perception des machines à travers en fait, un phénomène que j'aimerais bien vous montrer en fait, à travers cette vidéo. Donc je demande à tout le monde, je vous invite à regarder la vidéo qui va passer. Un objet... cet étrange objet audiovisuel. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas une simple animation. En fait, c'est l'animation qui a été utilisée lors d'une expérimentation menée dans le cadre de la psychologie cognitiviste avec une approche sociale. C'est très, très important parce que ça a été le premier travail en fait, qui a permis aux psychologues cognitivistes d'expérimenter et de travailler autour de la perception sociale des objets. Cette vidéo, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais bon, on n'a pas le temps de... Voilà, j'aimerais bien vous interroger pour savoir ce que vous avez vu dans ces objets-là. Donc, je suis désolée, je vais vous donner tout de suite le résultat. En fait, les résultats qui ont été, qui issus de cette expérimentation montrent que, en fait, la plupart des observateurs reconnaissent dans ces figures un mouvement des figures humaines. C'est-à-dire ils vont anthropomorphiser les mouvements de cette figure jusqu'à donner des intentions en fonction des mouvements, des trajectoires, etc. Et jusqu'à aller en fait la personnification de ces triangles, de ces ronds, alors qu'ils sont des formes totalement élémentaires, géométriques, donc les formes plus élémentaires de la perception visuelle, voilà, et à qui on va attribuer des intentions. Et donc une personnalité, par exemple... elle a été menée aux États-Unis dans les années 40, précisément 1944, et les observateurs ont énoncé le fait qu'ils voyaient, par exemple, les deux triangles étaient des hommes qui poursuivaient une femme. Donc ils ont totalement, eu une grille de lecture, une inférence totalement genrée, évidemment, pris dans leur culture, etc., etc. Donc ça a été un des premiers travaux qui a permis effectivement d'aller enquêter qu'est-ce que c'est en fait la perception sociale des objets et en particulier de questionner
la attribution d'une vie, d'une forme de vie, donc aux objets du monde. Donc là, on est effectivement dans les objets du monde qui sont de l'ordre de l'artificiel. Et cela montre aussi que, effectivement, l'homme, naturellement, il vit un phénomène dans sa propre perception et dans sa propre cognition ensuite, qui est celui de l'attribution d'une vie et donc d'un esprit vital à des choses qui sont en mouvement. Le mouvement, c'est un élément qui est fondamental, effectivement, pour pouvoir inférer, créer cette inférence en fait perceptive et cognitive, et qui donne qui renvoie en fait à une présence de vie. Donc les chercheurs, ils ont appelé ce phénomène le phénomène de l'animatie, donc du latin anima, animus, qui vient du grec anemos, c'est-à-dire le souffle, le vent. Il ne faut pas lire le terme animatie dans le sens spirituel du terme, mais dans le sens de la présence d'une vie. Alors, le mouvement, ça c'est fondamental du point de vue de la perception. C'est le premier élément, en fait, la première information perceptive qui permet de dire, voilà, cet objet en mouvement, et donc vous pouvez imaginer l'imaginaire des machines, effectivement, des mécanismes, etc., ont une vie. Voilà. Mais moi, dans mes recherches personnelles aussi, je soutiens aussi que c'est l'élément plus significatif, mais pas que. Effectivement, on peut aussi inférer la présence d'une vie et d'une personnalité par d'autres stimulations sensorielles comme le son, même la couleur, etc. Quand vous dites vos recherches, elles portent sur quoi précisément? C'est quoi vos recherches? Alors, voilà, ce sont des recherches qui sont issues en particulier de ma thèse, mais que j'ai pu appliquer aussi dans le cadre de mon travail, plutôt dans le groupe de recherche où je fais partie, autour en fait de l'agentivité des objets, c'est-à-dire comment un objet il est perçu comme un agent, donc un objet qui est non humain, non naturel, etc. Et donc comment la forme et ses mouvements et ses couleurs et ses trajectoires, etc., peuvent exprimer effectivement un comportement. Donc on parle d'objets à comportement. Ici, dans l'exposition, vous verrez les objets à comportement qui ont été conçus dans le cadre de la recherche de l'INSAD Lab dans le programme de Behavioral Objects, mais il y en a d'autres. Voilà. Et je m'intéresse en particulier aux objets, aux figures élémentaires simples, voilà, et qui peuvent communiquer ce genre d'animatie et donc d'esprit vital. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'était le titre de mon intervention était un peu provocatif, dans le sens où quand on dit, je dis la machine, en fait, elle est dans notre esprit. Est un autre esprit. Est dans notre esprit. C'est-à-dire que l'animatie et cette attribution d'intention, d'objectifs, de comportement, elle n'est pas dans les objets, elle est dans notre perception de l'objet. L'objet, lui, il n'a pas de comportement, ou alors ils sont spontanés, ou alors ils ont été programmés. Et là, le designer, au sens large, dans le design, je mets aussi toute la chaîne des personnes qui participent effectivement à la création de ce comportement, donc le programmeur, etc. Ils sont impliqués dans la construction de cette vie. Donc, soit les objets sont spontanés, comme c'est dans ce cas-là, ils ont créé des trajectoires plus ou moins aléatoires, ou alors ils ont programmé. Et alors là, on a une responsabilité, nous, côté design, dans la conception de ces comportements-là. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait des prothèses, qui étaient un peu... Qu'est-ce qu'un designer a à dire par rapport à cette question-là? Est-ce que vous intervenez sur ces choses-là ou pas du tout. Non, pas, personnellement, pas du tout. En fait, non, moi, ce qui m'intéresse dans cette question du design, c'est justement le changement de paradigme qu'aujourd'hui le design, il vit en partie. C'est-à-dire que souvent, quand on parle design pour le grand public, c'est quoi? C'est du mobilier, c'est des objets, c'est des formes, des fonctions, voilà, l'esthétique, les arts déco, etc., etc. Bon, ça, c'est une partie infime de... très visible. Elle est très, très visible. Puis, il y a une culture française aussi qui va avec les arts déco. Moi, je suis italienne. Et l'Italie aussi. Mais là, j'envisage la question du design d'une manière un peu plus large, et le design doit s'intéresser, pour moi c'est vraiment quelque chose de fondamental, au design de la relation avec ces objets-là. Aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'un tas d'objets, toute une typologie d'objets qui sont totalement nouveaux. Donc des objets connectés, qui ont des comportements, des IoT, des agents conversationnels, etc. Donc le design, il est totalement responsable. Il doit s'emparer de la question, parce qu'aujourd'hui, effectivement, qui s'empare de la question, c'est plutôt ou la technique, les technosolutionnistes, donc la voiture intelligente, autonome, et blablabla, la 5G, etc. Ou alors le marketing. Et le design, il est absent. Et comprendre en fait que le design d'un comportement est donc d'une relation, donc déplacer en fait la question sur la relation avec les objets, parce que le design, il va
concevoir l'objet et à la fois l'objet, par son comportement, il va redesigner les usagers. Donc cette relation à l'objet dont vous parlez, on voit bien l'enjeu, il est important, mais est-ce que c'est un enjeu qui est pris en charge, en compte par la majorité des designers aujourd'hui? Non, pas du tout, parce que comme je vous disais, c'est un domaine vraiment qui est assez nouveau pour le design et qui doit petit à petit c'est aussi se déplacer sur ces questions-là. D'une part parce que la prolifération de ces objets elle est de plus en plus accélérée et aussi parce qu'il y a une question d'éthique aussi et des valeurs à mettre derrière ces objets. Ne les pas laisser justement que au marketing, sinon je ne vous raconterai pas ce qui se passerait déjà dans ma propre entreprise. Et aussi parce que le design, effectivement, aujourd'hui, il ne peut pas être qu'au service du consumérisme et de la production d'objets à l'infini, etc. Donc il y a tout un requestionnement et ces objets-là font partie aussi de ce questionnement. Et ça, c'est un champ qui se développe un peu dans le monde des sciences sociales et au sens large et du design aujourd'hui? Pour l'instant, c'est au niveau plutôt de la recherche et des expérimentations. Mais petit à petit, ça arrive dans les écoles. Donc moi, dans mon école, j'essaye de l'apporter et de le développer. Vous pourriez me citer d'autres chercheurs un peu dans cette tradition-là de recherche aujourd'hui, par exemple? Il y a effectivement, tout à l'heure, on a parlé de l'INSAD Lab, donc le laboratoire de recherche. Et après, je peux parler de mon équipe à moi qui est au sein d'Orange, en fait, à qui on a demandé il y a 2 ans de travailler sur l'agent conversationnel d'Orange. Et pour une fois, c'est le design qui a eu... Qui a pu mener, qui a pu être leader sur cet objet-là. En général, c'est le marketing qui nous, qui nous prend qui nous écoute pas, puis ils partent dans des... Ils vous prennent un peu pour des rigolos, des excentriques. Tout le temps, on est très bien pour faire la créa et tout ça, mais puis après, on ne porte pas d'argent directement parce qu'on ne fait pas des plans en business. En réalité, on s'est emparé de la question et on a été garant, effectivement, de cette agentivité des objets. Alors en particulier, c'est un agent conversationnel, donc là il y a le langage qui intervient dans la question. Et donc quand on parle de langage, donc de langage verbal, il y a tout de suite effectivement toute une autre dimension, parce qu'il y a une conversation, un vrai dialogue avec la machine. Et c'est fondamental aussi, parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent quand on dit les machines, elles sont vivantes, elles ont une intelligence, ou alors des objets émotionnels. Moi, je ne partage pas du tout ce genre d'approche. L'objet, il n'est pas émotionnel, l'objet, il n'est pas intelligent. Ce qui est intelligent, c'est l'algorithme qui est derrière. Ce qui est l'émotion, c'est l'émotion que l'humain ressent vis-à-vis d'un comportement qui, ça se trouve, n'a même pas été programmé pour être émotionnel. Et donc, cette question-là, en fait, l'on occulte une autre, qui est beaucoup plus important, puisqu'en fait, ces objets-là, ces machines-là, elles sont conçues par des humains. Et tout à l'heure, l'intervenant qui était à ma place le disait parfaitement, de l'humain vers le robot, de le robot vers l'humain. Ils sont conçus par les humains. En fait, c'est une question de choix de valeurs et des choix éthiques et des comportements qu'on veut mettre dans ces machines-là. Donc, je donne un exemple très concret. Ce qui m'a touché en particulier, c'est les agents conversationnels, les Alexa, les Google Home, etc. Ils ne sont pas intelligents en soi, ils ne parlent pas tout seuls. En fait, il y a juste des dizaines, voire des milliers de personnes derrière ces machines qui écrivent les dialogues. Donc c'est un groupe très homogène, des personnes qui sont dans la Silicon Valley, donc qui sont extrêmement homogènes. Donc 90% de ces personnes, ce sont des hommes, avec tout le bagage personnel, culturel d'un Américain blanc qui travaille dans ce domaine-là et qui a aussi ses biais. Donc ces machines-là, elles ont un langage et des comportements qui sont sexistes. Donc ça est démontré, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO qui a sorti carrément un dossier à ce sujet-là. Et ils ont été programmés. Donc derrière les machines, même lorsqu'on a l'impression qu'il y a une intelligence, il y a une forme de vie, d'abord il y a une forme de vie qui est humaine. Et c'est la responsabilité des designers, des programmeurs, etc. Et donc pour moi, ça c'est vraiment fondamental, au-delà de savoir que la 5G va révolutionner le téléchargement. Donc l'enjeu, pour qu'on comprenne bien dans votre recherche, ce serait quoi son horizon? C'est quoi en fait l'horizon de votre travail par rapport à cette question-là? En fait, c'est déplacer la question de la machine à l'humain. Parce qu'en fait, souvent, on la déplace trop vers la technologie et la technologie qui anime, entre guillemets, la machine. Donc on est encore dans un système, comme je disais tout à l'heure, techno-solutionniste, du progrès, de l'accélération. Et là, on pourrait parler du temps aussi qui essaie d'accélérer. Et aujourd'hui, il y a un frein, c'est-à-dire que les usages même, aujourd'hui, ils les retrouvent, en fait, se trouvent confrontés à ce genre
de machines-là. Et en fait, il y a des questionnements. Alors, je vous dis ça aussi très concrètement. Aujourd'hui, il y a énormément d'opposition au déploiement de la 5G en France. Voilà. On n'aurait jamais dit ça lorsque la fibre a été implantée. Jamais personne n'aurait dit « Ah non, je ne veux pas la fibre, au secours, non, quelle horreur, je ne sais pas ce que ça va se passer ». Il y a un vrai changement de paradigme. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'en fait, avant, l'accélération technologique suivait les usages. Il y avait une vraie demande dans les usages d'utiliser l'Internet, les données, les téléchargements, etc. Aujourd'hui, on est arrivé à une maturité. Prendre 30 secondes pour télécharger un film, en prendre 2, en fait, d'un point de vue humain, ça ne correspond à rien. L'échelle est absolument ridicule. Donc, effectivement, il y a aussi une conscience écologique qui a fait son chemin depuis. Et radicalement, les gens se sont pris conscience. Et donc, il y a des associations, il y a des scientifiques qui s'insurgent. Même au sein des entreprises, il y a des gens qui s'opposent au déploiement, au développement de la 5G, etc., qui est d'abord, par exemple, un enjeu surtout militaire et politique. Et on n'aurait jamais dit ça avant, parce qu'il y a une prise de conscience en fait que derrière les machines, c'est pas juste une magie, un animisme qu'on a cru. Et là, je fais exprès de parler vraiment d'animisme, en opposition à l'animatie, vraiment cette espèce d'attribution magique envers les objets technologiques. Ces périodes-là d'enchantement, voilà, petit à petit, est finie. On prend conscience. Voilà, que les techniques, en fait, c'est fait par des humains et qui détruisent aussi voilà, plein de des rapports et plein de choses. Télécharger un film en 2 minutes plutôt qu'en 30 secondes, est-ce que pour vous, Marc, justement, c'est un enjeu de civilisation, ou est-ce que, au contraire, on a besoin de se dire qu'on arrête quoi, de délirer avec ça? Parce que je rappelle que vous avez créé un mouvement qui s'appelle le Slow Made. Vous allez nous expliquer un peu à la fois son intention, son mode de constitution. Alors, et quel est son. Moi, je dirais d'abord, je suis un peu un ovni. Je viens c'est toujours bien. Surtout chez les dans fiction. je viens de la rive gauche d'un endroit qu'ils appellent les Gobelins, où on est un territoire hors du temps, puisque c'est justement là où ça devient intéressant. C'est que c'est un territoire, près de 3 hectares, qui a été créé. Qui a une entité de la fin du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui et qui sert à une seule chose, c'est à créer des environnements agréables autour du mobilier et du design. Donc ça déjà, il y a 5 siècles d'histoire. Mais pour répondre à votre question, la question qui me semble centrale aujourd'hui et qui est évoquée ce soir, c'est la question d'une rupture paradigmatique extrêmement importante aujourd'hui. Alors c'est quoi cette rupture? Alors d'abord, quel était le monde, entre guillemets, d'avant? Moi, j'en vois 3 caractéristiques du monde d'avant qui, évidemment, qui continue aujourd'hui, qui n'est pas complètement fini. C'est d'abord un monde de la spatialité. Le développement de l'Occident s'est fait sur un mode spatial, c'est-à-dire, en gros, la conquête d'un marché, la conquête d'un territoire. C'est presque un développement animal. Donc, cette notion de spatialité aidée par la machine qui permet d'accumuler toujours plus, d'aller toujours plus loin. Le deuxième aspect qui est corrélé à cette question de la spatialité, c'est l'émergence au 19e de l'individualité, de l'individu roi, qui continue, ou cet individu roi qui est l'acteur de la spatialité. Et enfin, d'un point de vue peut-être plus macro, qu'est-ce qui est derrière cet espace et cet individu? C'est la notion de concept. La conceptualisation du monde qui émerge au XVIIIe siècle, qui est une excroissance au XIXe et qui explose au XXe siècle, devient prégnant à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la constitution d'une machine que de la constitution de l'art et autres. Alors, c'est quoi la rupture aujourd'hui? Quels sont les 3 points de rupture qui me semblent fondamentaux et qui renvoient un peu à mon métier et au Slow Made? D'abord, on n'est plus uniquement sur la question de l'espace, mais on est sur la question du temps, la revalorisation du temps. Je disais tout à l'heure que la question de développement spatial renvoie à une conception animale, de prédation, on mange d'autres. La question du temps, c'est une question presque végétale. C'est dans nos ressources les plus profondes, dans notre mémoire, que l'on peut trouver nos croissances de richesse au sens philosophique. Donc ça, cette question du temps, évidemment, dans le secteur des métiers d'art est important, mais pas uniquement. On fait tous l'expérience du temps trop vite, parce qu'on souhaite un temps plus lent. Ou plus le slow made par exemple, on l'a pas traduit sur l'éloge de la lenteur, mais sur le temps nécessaire.
Donc déjà, le temps, c'est le temps subjectif, et ça peut être rapide comme ça peut être lent, mais la notion de slow, on a fait une espèce de piratage du terme anglais pour ne pas dire, c'est pas une question de lenteur, c'est une réappropriation du temps, rapide ou lent. Donc la rupture paradigmatique aujourd'hui, c'est évidemment le temps. La deuxième rupture, un peu en opposition au monde d'avant, c'est le collectif. La question du réseau social, c'est la notion le besoin de collectif, avec des choses positives ou négatives. Évidemment, il y a ce besoin de se sentir ensemble en communauté, avec les effets négatifs mais les effets positifs. Donc ça, c'est, me semble-t-il, la deuxième grosse rupture du XXIe siècle. Et le troisième, qui corrèle tout le reste, c'est ce que j'appelle le retour du réel. La notion, l'écologie, la planète, la transition écologique, c'est simplement le réel qui nous explose à la gueule. On ne peut pas faire autrement que se dire on ne peut pas continuer comme ça. Et la question des incendies, la question du froid, du chaud, c'est une réelle qui nous explose. Et comment on fait avec ce réel? On ne peut plus le contrôle, ça ne peut pas être qu'un concept, c'est une réalité sur laquelle il va falloir fonder le monde de demain. Et c'est tous ces aspects de rupture, et c'est pour ça que moi je suis désolé de le dire, mais on vit une époque formidable, parce que justement on doit tout réinventer. Il y a des plus jeunes, il y a des moins jeunes, mais dans les années 80 on était complètement phagocyté par un monde fermé de l'espace, de l'individu, le concept. Aujourd'hui on peut tout réinventer. Parce que ces trois points que j'ai soulignés, le temps, le collectif et le réel, va nous animer dans les siècles qui viennent. On ne peut pas faire autrement que se reposer la question du temps. Le 5G, oui, alors pour revenir à votre question, pour aller plus vite. Mais pourquoi faire pour regarder un film plus vite, oui d'accord, mais c'est pour aller changer plus vite. À un moment donné, cette rapidité va être totalement vaine. Et il y a une prise de conscience, justement, de la notion de ralentissement, que a souligné Paul Virilio et autres, d'accident de la vitesse, fait qu'on ne pourra on prend conscience déjà qu'on va trop loin. Expliquer ce décalage entre une prise de conscience générale, en effet, de la question d'accélération, pour reprendre l'expression notamment d'Hartmut Rosa, qui est le philosophe allemand qui parle beaucoup de ça, qui est un peu important, et la réalité de nos modes de vie qui ne le sont pas du tout. Donc il y a quand même un... Alors c'est les prises de conscience, je dirais, ça commence. Par exemple, moi, dans le secteur très symptomatique des métiers d'art, j'y ai commencé... je suis tombé dedans, si je puis dire, en 2012. C'était les métiers d'art, c'était le métier arriéré, c'était le refus de la technologie, c'était le refus du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la notion de métier d'art, ça irrigue, et le design, ça irrigue de partout. Je veux dire, les événementiels autour des métiers d'art, la prise de conscience des métiers d'art, la création d'entreprises autour des métiers d'art, ce sont des centaines de milliers de jeunes qui s'y intéressent de plus en plus. Donc, c'est comme, je fais souvent la comparaison avec le bio. Le bio, il y a 20 ans, c'était des espèces d'illuminés. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le bio est partagé par nous tous. Donc ça prend conscience. Alors évidemment, on ne va pas changer du jour au lendemain. Il y a encore j'ose pas dire des résistances, parce que ce n'est pas la question du positif ou du négatif. C'est simplement de basculement de modèle, qui ne veut pas dire que tout va être beau demain. Ce n'est pas du tout le problème. C'est plutôt se dire qu'il y a des prises de conscience fortes et qu'il va falloir accompagner aussi bien d'un point de vue intellectuel, en réflexion, mais aussi d'un point de vue technologique. Puisque tous ces soucis technologiques, notamment les réseaux sociaux, l'Internet, la machine, c'est le déplacement de plus en plus rapide, c'est le gagner du temps, mais gagner du temps sur quoi? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que, Elena, la relation aux objets dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous pourriez dire que c'est un enjeu qui serait concomitant de la nouvelle question de la relation aux animaux ou aux vivants en général, aux arbres? Les arbres deviennent maintenant, voilà. Est-ce que pour vous, ça participe d'une même logique intellectuelle? Est-ce que c'est la même oui, oui, totalement, parce que moi, là, je parle en tant que philosophe. Moi, je partage totalement la pensée antidualiste. De la plupart de beaucoup de penseurs aujourd'hui contemporains, notamment les penseurs des nouvelles approches anthropologiques, c'est-à-dire que les Descola, les Tim Ingold, etc. Tout à fait. Effectivement, moi je partage l'idée qu'il y a une continuité en fait avec notre environnement, et dans le mot environnement, je mets effectivement le monde animal, végétal, mais aussi les artefacts. C'est pour ça que je préfère parler d'artefacts et non pas d'objets.
Voilà, parce que voilà, un artefact. Et ça renvoie à une notion de design hein, qui est pas celle que tout le monde connaît, effectivement, du design industriel. Pour moi, le design, et là, je fais appel en fait à l'anthropologie vraiment des techniques. Tout à l'heure, on a parlé de Simondon. Je voudrais rajouter voilà André Gouran Qui ça? André Gouran qui disait voilà que effectivement, une action. Il ne parle pas de design, mais moi je l'entends comme ça, effectivement, que c'est une action en fait intentionnelle hein, avec une intelligence technique d'un autre environnement et qui le transforme voilà, pour voilà, répondre à un besoin, que ce soit voilà, fonctionnel, ludique, peu importe. Voilà. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui existe depuis que l'homme existe. Moi, je soutiens même l'idée que les animaux peuvent faire du design, dans le sens où les animaux qui savent se servir de certains outils, donc d'apprivoiser leur environnement pour pouvoir venir le transformer, font un projet de design. Et effectivement, le design industriel, après, bon, voilà, il a pris un autre type de réalité. Et donc, moi, je vois totalement la continuité entre l'homme, que je considère comme un organisme, voilà, dans son ensemble, son esprit, son corps, voilà, son expérience, etc., et son environnement, dont les artefacts, qui sont le produit effectivement d'un système aujourd'hui technique, industriel et culturel, etc., font partie et qui le redessinent. Tout à l'heure, on parlait d'homme augmenté ou réparé, etc. Effectivement, l'homme, il se redessine par rapport à ses techniques et donc son environnement. Et le design, moi, je le conçois comme ça, comme une relation en fait avec les objets dans une certaine continuité. Donc effectivement, faire une chaise qui a une utilité fonctionnelle et puis un aspect formel, etc. C'est une réponse du design. Voilà. Mais après, il y a une autre réponse, et là je vais peut-être dans votre sens aussi, c'est-à-dire que la relation du faire à l'objet, effectivement, il a tout un rituel qui fait que l'objet, il est fait déjà des actions et des interactions avec la matière, et en plus il va évoluer avec les personnes qui l'utilisent. Donc on ne peut pas séparer l'objet de son sujet, voilà, comme on ne peut pas séparer la nature, la culture, etc., tous les dualismes que la pensée occidentale a fait. À créer. Et c'est pour ça que j'insiste un peu sur attention, en fait. Aujourd'hui, les technologies sont totalement, et les techniques sont totalement produites, développées, diffusées par les GAFAM, qui sont quand même une partie ultra, très, très, très puissante, mais une partie vraiment de l'humanité. Et voilà, qui sont animés par une logique qui est ultra industrielle, ultra business, ultra économique, etc., et qui sont issus de cette pensée, de la pensée dualiste, typiquement occidentale. Et voilà, qui ne prend pas en compte les relations sensibles. Alors, vous parlez tout à l'heure de sensuel, moi j'utilise le mot sensible, voilà, au monde. Et donc, je te renvoie la question sur voilà, le rapport avec le métier d'art, effectivement, c'est quelque chose qui... Donc, il a un engagement corporel avec la matière. Et donc, ça change oui, alors totalement. justement, par rapport au dessin qu'on voyait tout à l'heure, moi, ça me faisait penser à ce test qu'on voit tous, qu'on peut voir sur Internet. C'est vous mettez deux verres d'eau l'un à côté de l'autre. Il y en a un, tous les matins, vous allez l'insulter. Et l'autre, vous allez lui dire je t'aime. Ben, vous allez voir qu'au bout de quelques jours, le verre d'eau qui est insulté va se troubler. Il va devenir noirâtre. Tandis que le verre d'eau auquel vous allez dire je t'aime, va garder sa pureté. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aussi en hypnose humaniste, la création du principe je l'ai marqué, la création de réalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain va créer sa propre réalité. Si vous dites à un verre d'eau, je te déteste, lui va sentir intuitivement, il va réagir à cette haine et il va virer une couleur noirâtre. Tandis que le verre d'eau qui va dire je t'aime ou plein d'amour, plein de compassion, va rester cristallin. Donc en fait, c'est tout à fait ce que tu disais tout à l'heure sur l'interaction entre l'homme et l'inerte, c'est la création d'un principe de réalité que l'on a constamment autour de soi. Il y a des gens qu'on aime et d'autres qu'on déteste, et en fait c'est l'interaction avec cette humanité qui peut être complètement différente. Alors pour répondre à la question, évidemment dans les métiers d'art, c'est cette interaction avec l'objet et le faire est principale. Quelqu'un qui peut passer des heures à sculpter du bois ou à passer un vernis ou à faire une tapisserie. Si vous venez un jour au Gobelin, on met 4 à 5 ans pour faire une tapisserie. Il faut quand même de l'abnégation pour qu'une personne fasse 1 mètre carré par an.
Bon, alors quand vous avez vu la technique, vous comprenez vite pourquoi on met 1 mètre carré par an. Mais il faut une projection de soi dans cette œuvre. Et en fait, après, on le ressent. On ne marche pas sur un tapis de savonnerie fait en 4-5 ans, comme on peut voir un tapis industriel. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc c'est un petit peu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, la notion d'interaction, elle est évidente quand on travaille sur un secteur comme les métiers d'art, mais je pense que les machines aussi, on a tous eu la déformation d'insulter son ordinateur quand il marchait mal, ou de taper sur le volant de sa voiture quand elle ne partait pas. On lui donne une âme qu'elle n'a pas, mais que quelque part elle ressent, si on part du principe de la création de réalité. Oui, d'ailleurs, tu parles d'âme. Tout à l'heure, moi, j'ai parlé d'animatie. Et j'ai introduit un peu l'idée d'animisme. Aujourd'hui, l'animisme, effectivement, qu'est-ce que c'est par rapport effectivement à ces objets qui sont des objets, voilà, connectés, communicants. Enfin, voilà. Il y a des nouvelles théories, effectivement, dans le domaine du design qui commencent à réfléchir, à qu'est-ce que ça veut dire, en fait, attribuer donc des pouvoirs à ces objets-là. Et l'anthropologie y répond aussi. Et par rapport à ce que tu dis, effectivement, quand on dialogue avec les objets qu'on utilise, donc l'ordinateur, la voiture, ou que sais-je encore, effectivement, ça se fait à l'intérieur d'un rituel. C'est-à-dire que lorsque l'ordinateur, par exemple, il est en fonction, ou la voiture, en fait, on est censé l'utiliser, on va l'interpeller. On va lui attribuer, effectivement, voilà, naturellement, des intentions ou un dysfonctionnement, on va l'insulter éventuellement, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ces rituels n'existent plus, parce qu'imaginons que l'ordinateur, il est fonctionnant, mais on l'a changé, pour prendre un plus récent, etc., il va être mis dans un placard, et il perd justement cette magie-là. Et donc cette relation effectivement devient uniquement fonctionnelle et elle perd la magie de la relation. Donc ça c'est très intéressant aussi pour voir effectivement cette utilisation infinie de l'objet. Oui. Voilà, et qu'on oublie effectivement qu'avant on lui a parlé. Mais il y a la question qui se pose, qu'on a évoquée rapidement, c'est la notion de design. C'est vrai que ça, elle apparaît partout. Là, il y a quelques semaines, il y avait les assises du design au ministère de l'économie. Moi, je suis sorti de là assez circonspect parce que, en fait, tout devenait design. Le fait de me tenir était design. Et en fait, à la fois, ça paraissait un peu vide, mais d'un autre côté, ça posait la question de notre temps. C'est-à-dire qu'on a besoin de, si je peux dire, conscientiser le moindre geste que l'on fait. Ce qui peut être négatif si on voit on va intellectualiser tout, mais la chose positive, c'est se poser la question, c'est la nouvelle question qu'on peut se poser, c'est qu'un acte humain a une conséquence. Et une conséquence sur soi, sur l'environnement. On ne peut plus, malgré ce que pouvait penser Gide, on n'a plus d'acte gratuit. L'acte gratuit, il a une conséquence. Et la notion peut-être de design, c'est se dire que cette conséquence, elle doit être calculée ou elle doit être prédéterminée ou évaluée pour que justement l'empreinte, non pas carbone, mais l'empreinte de l'humain ne soit pas si catastrophique que les siècles passés. Et peut-être que la question du design, c'est se poser la question de cette empreinte. Comment elle est évaluée, quelles sont les conséquences, quelles sont les origines, et pour aller où. Et ça c'est peut-être le design, c'est peut-être l'outil du XXIe siècle qui permet de se donner une perspective. À condition que voilà, il se réforme. Parce qu'effectivement, je ne sais pas s'il y a des designers dans la salle ou en tout cas des personnes qui s'intéressent à la question. Effectivement, lors des assises du design, ce qui est intéressant de relever, c'est que le design en France, il est rattaché à 2 ministères, le ministère de la Culture et de l'Industrie. Enfin, pour que le design soit nouvelle, il faudrait peut-être rajouter le ministère de l'écologie ou de la transition écologique, et non pas pour être naïf et dire « Ah oui, on fait de l'écologie, on fait du greenwashing », parce que c'est une vraie question ce que tu soulèves, parce que le design industriel, en tout cas, voilà, il est l'outil, effectivement, au service de l'industrie, jusqu'à maintenant, voilà, pour la surproduction et ultra-consommation, etc. Et ce qui a été un peu regrettable ce jour-là, c'est qu'effectivement, les principaux acteurs en fait, de ce monde-là, de l'industrie, etc., ils voient le design comme quelque chose voilà, qui fait vendre, parce que le design, c'est la forme, voilà, limite la fonction, etc. Et donc, ils ont une idée positiviste du design. Le design rendrait la vie douce, gentille, voilà, et permettrait en fait l'économie détournée. Donc, aux origines, le design n'était pas
n'était pas ça. Et donc, tu questionnes les origines. Moi, je suis très attachée, en fait, au mouvement du Bauhaus. Pas tout simplement parce que, voilà, historiquement, etc., a été le moteur, en fait, de ce qui est devenu le design, mais parce qu'il y avait à l'intérieur, en fait, des personnes, des personnages comme Laszlo Molinaggi, qui avait une vision du design qui était totalement différente de celle qu'il y avait après voilà, les approches plus rationalistes et modernistes qui sont devenues au service de l'industrie, etc. Cette personne-là, voilà, elle a disparu trop tôt. Et il parlait d'un design au service de la vie. Et d'ailleurs, tous ces gens-là, et je reviens à mon sujet, Molinaggi, mais paradoxalement, vous ne savez peut-être pas que Kandinsky, en tant que peintre, il était au service effectivement de l'école, hein, mais il n'apprenait pas la peinture. Il s'inspirait des expériences, des psychologies expérimentales, style celle-ci, mais qui est, voilà, pas sous forme de vidéos, mais qu'il avait appris en fait grâce à la Gestalt théorie qui au même moment avait émergé en Allemagne. Effectivement, il s'est posé la question de la perception. C'était un vrai sujet, la perception, la cognition, la représentation de la forme, de point de vue vraiment du sens et du signifié. Voilà, et donc c'est toute une autre dimension en fait que... Mais la question des assises du design et du design en général, c'est qu'en fait aujourd'hui, face à la complexité du monde, la réponse sociétale, c'est une réponse à organisation verticale. C'est-à-dire les ministères, je suis dans un ministère de la culture, n'a qu'une réponse dans une verticalité face à des questions. Alors que le problème, on le voit bien notamment avec la transition écologique, les questions sont transversales, elles sont horizontales. Et donc la réponse du design qui est transversale, face à soi, on a une organisation humaine, ce n'est pas une critique de l'État, c'est simplement un État qui est une structuration d'un monde passé, a pour l'instant une structuration verticale. Donc c'est pour ça que le grippage est total et complexe, parce que face aux réponses multiples, multilatérales, transversales, en face on a des choses extrêmement découpées et en fait du coup pas d'espace, ou beaucoup d'espace mais qui n'a pas de réponse, en tout cas officielle. Dans les 5 minutes qui restent, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, donc j'aimerais savoir vraiment si le design va évoluer vraiment dans le monde des cinq sens avec l'outil informatique, puis même sensoriel pour l'être humain. Est-ce que ça va vraiment être quelque chose qui va s'adapter ? Déjà, c'est déjà le cas. C'est déjà transformé dans ce là. Je précise qu'il n'y a pas 5 sens. En fait, les sens, ils ne sont pas nombrables. On ne sait pas combien de sens il y a. Ça dépend du critère que tu vas utiliser pour les définir. Donc, effectivement, bon, on va dire, voilà, je connais bien le sujet, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le design, justement, ce que je disais tout à l'heure, du moment où les objets deviennent communicants en utilisant toutes les stimulations sensorielles, donc effectivement le toucher, l'haptique, donc la parole, donc le vocal, même s'il y a le langage, mais on va dire le sonore, parce que le langage, voilà, c'est quelque chose d'autre chose, etc. De ce moment-là, effectivement, ça redessine effectivement la relation au design. Donc, effectivement, ça crée de nouveaux paradigmes. Alors, après, on appelait ça le design d'interaction, lorsqu'il y avait l'interaction aux machines. Mais moi, j'ai plus envie, personnellement, de parler d'interaction aux machines, qui avait un rapport ultra fonctionnel et très cognitiviste, qui vient effectivement des approches que j'ai adorées quand j'avais... ton âge, probablement les Norman et compagnie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus envie de parler d'interaction. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est cette relation sensible, voilà, et cette relation qui s'est créée dans l'interaction, dans la relation avec ces objets-là. Donc la réponse est oui. De toute façon, même quand tu interagis visuellement, tu n'interagis pas que visuellement. Tout ton organisme interagit. Donc cette division, qui est encore une division dualiste de la perception, typiquement occidentale, typiquement européenne, effectivement, aujourd'hui, on peut un peu l'abandonner. Pour rebondir, est-ce que c'est pas aujourd'hui dans les enseignements des designers la notion d'expérience utilisateur qui va être intégrée dans la conception de ces outils, de ces interfaces, pour ne plus parler d'interaction homme-machine, mais de véritablement prendre en compte toute une approche beaucoup plus globale, expérientielle dans la conception. Et ça aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui qui sont dans le design, dans les écoles, intègrent cette dimension. Ils ne parlent plus tant de l'interaction, mais cette approche expérientielle qu'ils doivent intégrer dans la conception de l'objet. Moi, je parle pour mon école parce que je ne connais pas les autres.
Enfin, Ouais. je connais peu les autres, c'est pas que je ne connais pas. Nous, à l'INSI, on ne travaille pas de cette manière-là. Voilà. Mais c'est vrai que moi, professionnellement, j'ai travaillé comme ça, c'est-à-dire la fameuse user experience qui venait des Ouais. approches user-centered design m'ont formé à un certain moment de ma carrière, parce que voilà, c'était... Voilà, aujourd'hui, je l'utilise de moins en moins, parce que j'y crois de moins en moins, personnellement. Je ne parle pas d'ergonomie, évidemment, pour la navigation d'une interface, effectivement, etc. Mais lorsqu'on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais lorsque vous regardez une interface même de Facebook, elle n'est pas du tout ergonomique, elle suit très peu de principes. Si on n'y va pas tout le temps, on oublie rapidement en fait les niveaux de navigation, la hiérarchie de l'information, voilà. Et même des personnes comme Donald Norman qui ont quand même été à la base en fait de tout ce qu'on appelle les designs d'interaction. Moi, je l'ai vu en 2014, vraiment régner. Je plaisante pas. Régner devant tout un public de psychologues cognitivistes formés à sa méthode, etc. De régner en fait sa propre méthode. Oui, en fait, oui. Dans la conception. Oui, parce que finalement, on ne peut pas, oui, bien sûr, sur cette chose. Enfin, évidemment, si on va faire la conception d'un cockpit d'un avion, évidemment, il faut tout un protocole, qui est de l'ergonomie, qui est du cognitivisme, etc. Mais lorsqu'on parle d'objets ou des services grand public, c'est beaucoup plus nuancé. D'un point de vue, là aussi de mon point de vue, c'est-à-dire plus métier d'art et autres, plus que concret, si je puis dire, c'est que la notion d'expérience, elle remet le corps au centre. Ce qu'on avait un peu oublié quand même dans le XXe siècle. Absolument. On avait, ce que je disais, un peu valorisation, sans que ça soit négatif de ma part, mais la notion de concept, de production d'un pur produit intellectuel, où là justement le design n'apparaissait pas parce qu'il y avait une fonction, et puis après une forme qui répondait à la fonction, entre guillemets, point barre. Et la notion de retour de l'expérience, c'est peut-être la notion de le corps est quelque chose. Et c'est d'autant plus important dans la culture française, qui a nié, et beaucoup dans son système éducatif, la notion du corps. C'est beaucoup moins le cas, et ça très, très concrètement, dans cette institution qui est fondée, comme l'école des beaux-arts, où au XIXe siècle, on sépare le concept, qui va devenir l'école des beaux-arts, et puis l'art appliqué, les écoles d'art appliqué. C'est très français, ce que n'est pas du tout la problématique du Bauhaus, du art and craft anglais, de la culture italienne, où cette séparation n'est pas du tout aussi prégnante qu'en France. Et donc ce retour du corps, alors là aussi, il ne faut pas fantasmer ce retour-là, mais il est, à mon avis, vraiment prégnant. Alors c'est peut-être de l'expérience, ça peut être de l'interface, je ne sais pas. En tout cas, cette sensation devient très importante. On ne forme plus des web designers, on forme des UX designers. Vous voyez, donc même dans la formulation du diplôme qu'ils vont avoir, ce sont des futurs concepteurs de l'expérience. Donc c'est quand même aussi intéressant de voir que c'est des prochains diplômés en fait. On voit bien qu'il y a eu une évolution. On parle même plus d'ergonomes. Enfin, les ergonomes, c'est complètement couvert de poussière. Les web designers non plus. Et en fait, maintenant, c'est le UX designer, en fait. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution de la terminologie. Mais je voudrais aussi, je ne sais pas si c'est le sujet, mais on a même dépassé la question de la UX, parce que la UX designer, c'est souvent confondu avec la UI, la user interface. Oui. Et les deux choses se sont un peu interposées. Oui. Et donc, moi, je ne partage absolument pas cette superposition ni les méthodes du UX. Donc, je suis désolée de vous dire ça. Mais je pourrais juste ajouter quelque chose dont tu parlais, cette séparation entre le corps et l'esprit. Effectivement, c'est typiquement, encore une fois, la pensée occidentale, scientifique, mécaniciste, effectivement, qui imprègne toute l'Europe, la France par le siècle des Lumières, etc. Mais ce qui est très, très intéressant, et là je reviens à la perception, c'est vraiment cette rupture a eu lieu d'une manière officielle en Italie pendant la Renaissance. Et ça s'appelle le paragone, c'est vraiment la comparaison entre les artistes, donc Léonard par exemple, ou Léon Battista Alberti, qui avait inventé la perspective, et donc qui soutenait que tout ce qui venait de la perception visuelle et donc des sciences mathématiques, parce qu'on pouvait calculer en fait la perspective, par des règles mathématiques et scientifiques, était de l'ordre de l'art et de la science. Tout ce qui tenait effectivement au corps, à l'engagement corporel et donc au toucher, à l'haptique, à la sueur, etc., c'était quelque chose qui tenait à l'artisanat. Et c'est sur cette base-là qu'ils vont fonder l'Académie des Arts en disant les artisans sont à l'extérieur parce qu'ils utilisent en fait la perception
du corps, la perception kinétique, voilà, et les autres, c'est des artistes. Sauf que Michel-Ange, il intervient, parce que lui, il est les deux. Il est à la fois peintre, mais aussi sculpteur. Et il refuse cette séparation. Et ils acceptent d'inclure les arts de la main dans l'académie, tout simplement parce que Michel-Ange est mort. Et donc, il faut lui rendre hommage. Mais dès que son corps est déjà refroidi, allez, ça répare de l'autre sens. Et ça fait la séparation entre les arts majeurs et les arts mineurs. Et c'est là où effectivement le Bauhaus intervient en disant en fait il faut arrêter avec cette frontière, cette séparation entre les arts, entre les techniques, l'artisanat et l'art, etc. On crée le design justement pour venir à faire cette union des arts. C'est comme ça qu'est né le Bauhaus. Et d'ailleurs, je parle encore de mon école, je suis désolée, j'y enseigne. Et donc, ainsi, les ateliers, effectivement, ça s'appelle les ateliers, pas par hasard, parce qu'effectivement, sur un peu la lignée voilà, de cet esprit-là, de ce paradigme-là, effectivement, les élèves demandent aller dans les ateliers. Même si après, dans leur vie, ils feront de moins en moins, effectivement, de la pratique manuelle, etc., ils sont vraiment attirés par le fait qu'ils peuvent descendre dans les ateliers, toucher les machines, avoir un engagement corporel. Donc, on a à la fois le concept, voilà, toute la réflexion, parce qu'un designer sans la pensée, en fait, voilà, ça marche mal. Et de l'autre côté, les ateliers où on va toucher la matière, on va expérimenter avec le corps, avec les poussières, voilà, avec la main. Voilà, merci à tout le monde.